Samedi 1er mai. Après 2 ou 3 jours d'indisposition, M. Cradock, pensant qu'un changement d'air ne pouvait que lui être favorable, et la journée étant magnifique, nous résolûmes de pousser jusqu'à Charenton. À 11 heures, nous montions en voiture pour ne nous arrêter qu'au-delà du pont à une auberge, où l'on nous servit d'excellents œufs à la coque. Nous étions installés dans la salle commune, et n'eût été la malpropreté du lieu, nous nous serions fort amusés dans cette auberge, rappelant absolument les vieilles habitudes françaises. On y a un très beau point de vue, et de l'une des fenêtres on aperçoit la jonction de la Marne et de la Seine. Nous louâmes à un bateau et fûmes littéralement remorqués par un homme et une femme. La Marne est à cet endroit aussi large que la Tamise à Londres. La température s'étant rafraîchie, nous remontâmes en voiture pour revenir par Conflans. À Conflans se trouve le palais de l'archevêque de Paris. Sur les derrières des bâtiments, on peut suivre du regard le cours sinueux de la Seine qui se montre là, large et rapide. Le pays alentour est ravissant. Pendant un quart de mille, la route borde la berge de cyprès que nous en fûmes effrayés et préférâmes marcher que de rester en voiture. Nous y vîmes débarquer du bois amené par des radeaux et des barriques de vin transportés sur des grandes barques. L'animation de la Seine, l'horizon éclairé de tous côtés par un soleil brillant et une belle soirée, tout concourut à rendre notre promenade charmante. Mercredi 5 mai. M. Cradock est allé présenter ses hommages à M. de Choiseul, qui vient d'être nommé ambassadeur à Constantinople. Jeudi 6 mai. Aujourd'hui, grande revue dans la plaine des Sablons. Temps splendide et affluence énorme. Aucune distinction de rang ou de condition. Les voitures de la cour ont passé devant nous. Celle de la reine, garnie de velours cramoisi brodé d'or, formant feston, retenue par des glands d'or, était traînée par 8 chevaux, dont les crinières tressées avec des galons d'or et des rubans étaient surmontées de plumes blanches. La voiture de Madame Élisabeth était dans le même genre, seulement en velours bleu avec broderie d'argent. On m'a assuré qu'il y avait 20 voitures à 8 chevaux et plus de 100 à 6, les unes et les autres ornées plus ou moins d'or, d'argent, de plumes, de rubans, etc. Les livrées des laquais sont fort belles et les uniformes des hussards très riches. À la vérité, on eût dit que tout ce qui comportait une roue avait été nettoyé et employé et que tous les chevaux encore capables de se tenir sur leurs 4 jambes avaient été mis en réquisition. Le luxe des équipages et des toilettes m'a paru le principal attrait de cette fête. Les soldats n'ont fait que passer devant le roi à cheval. Sa Majesté, ainsi que le comte d'Artois, assez gros tous les deux, étaient fort peu à leur avantage avec leurs habits garnis de dentelles. Suivis d'une foule énorme, ils n'atteignirent qu'avec les plus grandes difficultés une des portes du bois de Boulogne, où les attendait leur carrosse pour les ramener à Versailles. Apercevant le duc de Choiseul qui se tenait à cette porte, le roi s'en approcha pour causer familièrement avec lui. Il lui dit que cette vaste plaine sablonneuse l'avait presque aveuglé et qu'il était content de trouver son carrosse prêt, qu'il allait partir immédiatement sans attendre personne et que certainement il serait arrivé à Versailles au moins 1 heure avant tout le monde. Mais au moment de passer par la seconde porte, on s'aperçut qu'on en avait perdu la clé. Ces messieurs se mirent alors tous à l'ouvrage et, aidés du second postillon, réussirent à enlever la porte hors de ses gonds. Le roi et son frère semblaient fort s'amuser de cette aventure. On prétend que c'est une des plus brillantes revues passées en France depuis longtemps. Dans l'après-midi, j'allais chez Lady Sussex, mais elle n'était pas revenue de la revue. Je fis alors visite à Madame Gregson et fus de retour à 8 heures. Vendredi 7 mai. Dans la matinée,
loué un bateau et fait une promenade sur l'eau. Le temps était délicieux, l'eau agréable. Lord et Lady Sussex sont venus prendre le thé. Samedi 8 mai. À 9 h, parti pour Saint-Cloud. Nous avions l'intention de profiter de la patache ou coche d'eau, mais arrivé trop tard, nous louâmes un bateau. Le vent s'éleva assez pour agiter la Seine et rendre notre voyage fort pénible. 2 fois, nous fûmes obligés de descendre et d'aller à pied. Le mouvement du bateau me rendait malade. D'un autre côté, la marche était intolérable par suite de l'ardeur du soleil et des nuages de poussière s'élevant sous nos pas. Enfin, arrivés à Saint-Cloud vers 1 h, nous descendîmes à l'hôtel du duc de Chartres, agréablement situé au bord de la Seine, et dont un des principaux mérites est d'avoir une vue assez étendue. Notre dîner fut proprement servi, mais on nous donna de mauvaises côtelettes de mouton. Après dîner, étaient nous promener dans le parc et les jardins du duc d'Orléans. Ils sont tracés à la française, c'est-à-dire dans ce style roide où la nature semble à la torture et où, avec l'intention de faire un paradis terrestre, on arrive à produire juste l'effet contraire. Le palais est superbe, quelques tableaux fort remarquables. La galerie, excessivement longue, renferme plusieurs beaux bustes en marbre. De là, nous marchâmes jusqu'à Sèvres, où nous devions prendre le coche d'eau pour revenir. Cette fois, nous étions trop à l'avance, et pour passer le temps, nous entrâmes dans un café. Comme il est d'usage ici, les dames y sont admises aussi bien que les messieurs, et cette scène nouvelle pour moi m'a beaucoup amusé. Nous nous embarquâmes à 6 h. Le coche d'eau, ou patache, est une sorte d'immense barque pouvant contenir plus de 100 personnes. Qu'on se figure au milieu d'une longue chambre, étroite, éclairée par des fenêtres de chaque côté. Au centre et autour sont des bancs. Elle est dirigée par un timonier et remorquée par 6 chevaux. Ce bateau, assez propre, est d'un transport commode et parfaitement sûr. Le vent s'était calmé, la soirée belle et chaude, de sorte que notre retour fut des plus plaisants. Nous débarquâmes sains et saufs à Paris à 8 h. Le prix pour chaque passager ne va pas au-delà de 12 sous. Fatigué de ma journée, aussitôt rentré, je me mis au lit. Dimanche 9 mai. Ce matin, M. Cradock a été chez Lord Sussex, moi au bain. Ce bain chaud d'une demi-heure m'a reposé, et comme une vraie Française, revenue à la maison, je me suis fait coiffer. Après dîner, M. Cradock sortit. Jeudi 13 mai. M. Cradock, mieux, est sorti après déjeuner et nous a acheté du poisson. Sorti de nouveau dans la soirée. Vendredi 14 mai. M. Cradock partit par eau à Sèvres pour y passer la journée. Dans la matinée est venu M. Peters. Lord Sussex m'a invité à prendre le thé, mais me sentant un peu indisposé dans l'après-midi, je me suis fait excuser. Dimanche 16 mai. Était souffrante cette nuit. Dans la matinée, M. Cradock a été voir Lord et Lady Sussex, M. Peters et M. Belaziz. Il m'a rapporté un livre pour m'amuser. Il est encore sorti dans la soirée. Lundi 17 mai. Après déjeuner, M. Cradock a été chez Lady Sussex. Il m'a acheté pour mon dîner un pigeon qui était excellent. Fait des courses dans les magasins avec M. Frank. Mercredi 19 mai. À 6 h du matin, M. Cradock est parti par eau pour Fontainebleau, où il compte séjourner un jour ou deux. Malheureusement, la cour n'y étant plus, il ne pourra profiter des entrées que lui a si gracieusement données notre ambassadeur, le duc de Manchester, lui permettant d'assister au souper et au jeu du roi. Jeudi 20 mai. Ce matin, Lord Sussex est venu m'inviter à passer la journée chez eux en famille. Je suis donc parti avec lui en fiacre. La chaleur était si accablante qu'impossible de marcher.
Dans l'après-dînée sont arrivés M. Belaziz et M. Davis. À 8 heures, nous fûmes nous promener dans les jardins du Luxembourg et vers 10 heures, je quittai mes aimables amis. Nous avions eu un orage accompagné de pluie. Je voulus, pour retourner chez moi, prendre une voiture. Mais jeudi étant un jour de congé, il ne fallait pas songer à un remise. Il y avait 3 fiacres sur la place. Pourtant, telle est la nature des gens du peuple, à Paris, que j'eus beau offrir 3 fois le prix du tarif ordinaire, tous refusèrent de me conduire, répondant qu'ils avaient ce jour-là de quoi souper et boire, et que rien ne les forcerait à bouger. Je fus donc obligé, bien à contre-cœur, de revenir à pied. Vendredi 21 mai. Lady Sussex vint me voir après dîner, et à ma grande surprise, presque aussitôt son départ, est arrivé M. Cradock. Il s'était trouvé malade en route, et n'était pas allé jusqu'à Fontainebleau. Samedi 22 mai. M. Cradock a rapporté un superbe barbeau, poisson assez rare à Paris. Ayant invité Lord et Lady Sussex à venir le manger avec nous sans cérémonie, nous le fîmes, à la grande stupeur de notre traiteur, accommodé à la mode anglaise. Il fut trouvé bon. Dimanche 23 mai. Étaient ensemble à 11 heures à la grand-messe à Notre-Dame. Ayant appris que le dimanche suivant, jour de la Pentecôte, l'archevêque de Paris officierait lui-même, nous nous informâmes auprès d'un des desservants de la cathédrale s'il y avait moyen d'avoir accès dans les galeries pour assister à cette cérémonie. On fit venir un des gardiens, lequel nous répondit que notre entrée coûterait à peu près 1 shilling par personne et qu'encore faudrait-il envoyer un domestique pour retenir le nombre de places que nous désirions occuper. Voici en quels termes étaient rédigées les affiches annonçant cette cérémonie. Grand-messe en musique à Notre-Dame, où Monseigneur l'archevêque officiera. Le soir, concert spirituel et combat de taureaux. De là, nous fûmes au jardin du roi. Au milieu des parterres de fleurs et de chaque côté, 2 magnifiques avenues. À l'extrémité du jardin, des allées bordées d'orangers et de myrtes en caisse conduisent à un monticule. Monsieur de Buffon nous servit aimablement de guide et nous signala les plantes les plus rares, entre autres 2 magnifiques palmiers éventails de près de 30 pieds de haut. Ce sont, nous assura-t-il, les seuls qui existent en Europe. Était ensuite au café prendre de la limonade. À 2 heures, nous étions de retour. Mardi 25 mai. Visiter la bibliothèque royale où on est admis de 10 heures à midi, tous les jours, excepté le dimanche. Les livres y sont à la disposition du public, soit pour les lire, soit pour les consulter. La bibliothèque, bâtie autour d'une grande cour, comprend 6 salles garnies de grandes tables, avec papier, encre, etc. En haut est une galerie remplie de volumes rangés sur des rayons, et en bas, 2 immenses globes terrestres posés de façon à pouvoir les étudier sur toute leur face. Une salle est spécialement destinée aux dessins et aux gravures. C'est un beau monument, digne de porter le nom de bibliothèque royale. Après nous être reposés au palais royal et rafraîchis avec de la limonade glacée, nous reprîmes le bac pour rentrer. Jeudi 27 mai. Était aujourd'hui voir le cabinet d'histoire naturelle du roi, comprenant 6 salles bien aménagées et tenues avec soin. Parmi les pierres, nous avons surtout remarqué une fort belle topaze finement taillée. Ce cabinet vaut la peine d'être vu, mais il n'égale pas celui de Sir Ashton Levers en Angleterre. Par ordre du roi, l'entrée est gratuite 2 jours par semaine, de 4 à 6 en été et de 11 à 1 heure en hiver. De là, nous rentrâmes dans le jardin du roi et fîmes l'ascension du monticule, d'où l'on découvre la campagne et une partie de la ville.
À notre retour, nous trouvâmes Lord Sussex nous attendant. Il resta 1 heure avec nous, et à 8 heures, M. Cradock alla au bain chaud. Dimanche 30 mai. À 8 heures du matin, nous arrivions à la grand-messe à Notre-Dame. Je ne vis jamais rien de plus magnifique que les habillements de l'archevêque. 3 fois, il en changea. J'ai surtout admiré une chasuble en velours cramoisi, doublée de satin blanc et brodée d'or et de perles. L'aube était en dentelle d'une finesse extrême. Il portait des gants de soie rouge, brodés et garnis de franges d'or. Sa crosse en or. 16 évêques officiaient, tous revêtus de riches ornements, sans compter plus de 40 prêtres, chanoines et autres dignitaires du clergé qui prenaient part à la cérémonie. Les chants remplissaient la cathédrale de leurs accords puissants. Outre les violons et les flûtes, l'orgue était accompagné de 2 basses, 6 violoncelles et 2 serpents. Du bas de l'autel jusqu'à l'entrée du chœur, de très beaux tapis de gobelins cachaient le sol. Tous les candélabres, flambeaux, vases sont en or. Au milieu de l'autel, j'ai aperçu un superbe crucifix en or incrusté de pierres précieuses. D'innombrables bougies éclairaient la vaste nef. On ne peut rien imaginer de plus saisissant. L'assistance, relativement peu nombreuse, car le beau monde était allé à Versailles assister à la splendide procession du cordon bleu, suivait l'office avec une attention et une curiosité soutenue. L'archevêque paraissait très recueilli. Âgé et très aimé du peuple, il jouit d'une juste réputation de bonté, de piété et de modération. La messe ne finit qu'à midi. M. Cradock retourna à la maison, et moi, je fus chez Lady Sussex. À 7 heures dans la soirée, nous allâmes à la foire de Saint-Laurent, qui commence aujourd'hui, et entrâmes à la redoute chinoise. C'est un jardin orné dans le style chinois et pourvu de tous les amusements désirables. Danse, musique, balançoire, courses autour d'une sphère, tir, etc. Au bout du jardin, une grande salle de bal avec une galerie d'où l'on peut aisément contempler les danseurs. À l'intérieur de cette salle, dans un caveau, on vend des rafraîchissements servis sur des tables. De là, l'aspect du jardin est très pittoresque. Nous nous fîmes conduire ensuite au clos Saint-Lazare, où l'on devait tirer un feu d'artifice monté par le célèbre Italien Signor Ruggieri. Cet endroit est quelque peu dans le genre du Vauxhall à Londres. Des arbres pendaient des lanternes de couleurs différentes, et autour d'un emplacement réservé à la danse, 12 statues de bronze, tenant des lampes à la main, éclairaient les danseurs. L'effet m'en parut très original. À 9h30 commença le feu d'artifice par des fusées. La pièce principale représentait une grande étoile fixe, autour de laquelle se mouvait, en repli tortueux, un serpent étincelant de 1000 feux. On eût dit la peau de cet animal fantastique couverte de pierres précieuses. On n'avait jamais vu, nous a-t-on dit, une pièce aussi curieuse. Enfin, tout se passa avec le plus grand éclat et sans le moindre accident, quoique 2000 spectateurs, pour le moins, fussent réunis à cette fête. À 11h, nous étions de retour, fatigués mais satisfaits de notre journée si bien employée.